Bonjour à tous et bienvenue. L'épilogue grandiose du championnat belge a vu Antwerp être couronné à la dernière minute. Alors c'était un spectacle magnifique, néanmoins en coulisses, la réalité est un petit peu plus morose. Puisqu'on le rappelle, il y a quelques mois, on avait appris les pertes records pour la dernière saison des clubs professionnels belges. C'est-à-dire qu'entre la D1 et la D2, sur ces 25 équipes, on a eu plus de 156 millions d'euros de pertes. Un chiffre qui n'avait jamais été atteint auparavant. Et derrière cette triste réalité économique se cache forcément un avenir en pointillé pour pas mal de clubs. Parce que comme on va le voir, notamment avec le champion l'Antwerp, qui est le plus mauvais élève financier, encore plus de 31 millions de pertes l'an passé, plus de 100 millions sur les 3 dernières saisons, on va se rendre compte qu'en fait ces mauvais élèves-là, heureusement, ont des actionnaires et parfois même des mécènes très généreux qui font des augmentations de capital. C'est bien simple, pour, on va dire, compenser toutes ces pertes absolument gigantesques, notamment vis-à-vis du budget total, les clubs belges ont eu recours à de grandes augmentations de capital, notamment Anderlecht et l'Antwerp. Alors évidemment, c'est pas forcément un mauvais signe, puisque c'est même positif de voir les actionnaires s'investir autant dans leur club de foot, mais ça pose forcément une question à moyen terme ou long terme. Est-ce que c'est viable économiquement? La réponse est non, puisque quelque part ces clubs sont au bien vouloir de leurs propriétaires, comme Eupen qui est au bon vouloir de son mécène qatari. Alors dans cette vidéo, on va pas dire que tout est négatif en Belgique, on va même commencer avec une note positive. Comme vous le savez, il y a une playlist dédiée sur la chaîne, ça fait des années qu'on aborde l'ensemble du football belge et malheureusement toutes ses affres et parfois son n'importe quoi. Mais il y a un point qui est très positif, c'est que depuis quelques années, il y a une véritable évolution, notamment de la commission des licences. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, avec autant de pertes, on voit que les licences ont toutes été attribuées. Tout simplement parce que ça se repose sur un principe simple, qui est celui de la continuité. C'est-à-dire, on regarde, oui les clubs perdent de l'argent, mais est-ce que derrière les actionnaires ont les moyens de renflouer ces déficits-là? Est-ce que les propriétaires peuvent assurer la continuité si vraiment il y a un souci? Si on perd 20-30 millions, en fait, chaque propriétaire est scruté, ses entreprises, etc. Et ensuite, on juge selon les moyens du propriétaire, son mode d'action, etc. Est-ce qu'il est capable d'assurer la continuité du club? Si tel est le cas, le club peut perdre de l'argent, en effet, mais peut obtenir sa licence parce qu'on sait que son avenir, quelque part, est assuré. Et cette logique-là, avec une volonté d'avoir plus de transparence, ce qui est quand même à souligner, peut-être aussi en lien avec toutes ces années où il n'y a pas vraiment eu de contrôle, où on a laissé s'installer le n'importe quoi, font qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus solide qu'auparavant vis-à-vis de la commission des licences et vis-à-vis aussi des nouveaux actionnaires. Alors attention, pas tout est parfait. On va revoir tout à l'heure un club en D2 où l'actionnaire se base sur de la crypto, etc. Là, on va freiner les cas de fer. Néanmoins, globalement, il y a plus de contrôle et c'est une bonne chose. Indépendamment de tous ces contrôles, les gestions au jour le jour, quand même, laissent à désirer. Et c'est pour ça qu'autant de clubs belges sont en vente, parce que les propriétaires, à un moment donné, sont exempts financièrement et tirent trop la langue. Ça, on l'a répété depuis des années et des années. Le football belge est un espèce de laboratoire en Europe occidentale footballistique, notamment pour les filiales et les multinationales. Et c'est pour ça que cet été, vous allez avoir de nouveaux clubs belges qui vont passer dans les mains d'un grand groupe. Alors évidemment, il y a des négociations depuis un moment pour le club de Courtrai avec les propriétaires de Burnley en Angleterre. C'est en bonne voie, ce n'est pas encore finalisé. Et vous avez également Ostende qui est tombé en deuxième division. Alors eux, ils ont eu la visite du propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, qui a également des intérêts à Lorient et qui avait visité les installations de Charleroi. Il y avait des pourparlers pendant des mois, mais finalement le deal ne s'était pas fait. Et donc Bill Foley est intéressé, mais vous avez également les propriétaires de Newcastle. Alors évidemment, à Ostende, vu qu'on sait qu'il y en a un peu de concurrence, on essaye de faire monter les enchères, mais la situation économique n'est pas forcément folle, même si on a remis un petit peu d'argent à ce niveau-là. Et on rappelle que le groupe d'Ostende qui détient aussi Nancy est quand même en grande difficulté et qu'il y a eu beaucoup de bisbilles et une guerre entre les actionnaires. Néanmoins, ces clubs-là suscitent des intérêts pour devenir de nouvelles filiales. Notons qu'il n'y a pas uniquement ces clubs qui cherchent de nouveaux investisseurs, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. On a le grand club de Bruges, eh oui, Bruges cherche un investisseur, la Gantoise également, ou le Cercle de Bruges, qui on le rappelle, est une possession de l'AS Monaco. Mais globalement, beaucoup de clubs cherchent de l'argent. Alors, encore une fois, vous avez les mécènes, type Antwerp. Donc là, on met, il n'y a pas de problème. Alors que la gestion, bon. Vous avez Zulte Waregem qui descend en D2 avec une gestion cacophonique. L'an passé, encore 8,5 millions de pertes. Et on rappelle que Zulte, les commissions, les s'il est là, on y va gaiement. Une gestion ubuesque, mais vous avez un propriétaire richissime, il remet. Alors, peut-être que ça l'amuse de se faire avoir, hein, j'en sais rien, mais on remarque que c'est souvent ça et c'est vanté. On dit c'est le foot à papa qui est au de retour. Certains voient ça d'un bon oeil. Mais encore une fois, j'ai posé la question, est-ce que c'est viable quand un club de taille moyenne comme Zulte Waregem perd 8,5 millions par an? Mais c'est viable pour aucun propriétaire. Vous vous rendez compte des sommes que cela nécessite? On va reparler évidemment de Eupen qui avait encore 5 millions de pertes. Évidemment, propriétaire aujourd'hui c'est le Qatar. Donc tant que le Qatar continue à financer, Eupen peut survivre. Le jour où on ferme le robinet pour X ou Y raison, qu'est-ce qui va devenir d'Eupen? Eh bien pas grand chose, parce que le problème également de ces clubs-là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer
un environnement viable vis-à-vis des structures, vis-à-vis de l'élargissement des ressources. Et en fait, ils sont ultra dépendants de leurs mécènes. Ce qui fait qu'ils sont à la merci de ces propriétaires-là. Là, pour le moment, ça va, mais attention à l'avenir. Vous avez le Berscott, c'est pareil, qui perd quasiment 10 millions. Et on rappelle que le prince saoudien, qui détient également d'autres clubs, Sheffield United ou Châteauroux, il est en négociation depuis des mois pour essayer de revendre Sheffield United. Et vous avez un grand flou aujourd'hui au Berscott ou à Châteauroux. Alors, ce qui est très marrant au Berscott, c'est qu'on entend chaque jour presque une nouvelle piste de rachat. Anne Masseran, pour le moment, ne vois-tu rien venir. L'une des autres manières de faire rentrer de l'argent, c'est les transferts. Pourquoi encore le championnat belge est un championnat de transit? Parce que les clubs sont quand même gérés de manière assez spéciale. Regardez le tableau, c'est quand même effarant les pertes. Et donc, ils doivent vendre leurs joueurs. Le Standard, aujourd'hui, c'est le cas. Le Standard, comme Anderlecht et comme tant d'autres clubs, comme Genk par exemple, les meilleurs joueurs, on les met sur le marché, on mandate parce qu'on a besoin de cash. Le Standard, plus que personne, qui a perdu encore plus de 20 millions l'an passé, ils ont besoin de cash, tout simplement. Un club comme Westerlo, ils ont besoin de cash. Ils ont envie de vendre des joueurs. Donc, en fait, vous avez plein d'équipes comme cela qui vont mandater des agents. Et c'est pour ça que autant d'agents travaillent aussi en Belgique. C'est parce que les clubs sont prêts à la gorge financièrement de par leur propre gestion et parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc, c'est pour ça que ce championnat est, encore une fois, un championnat de transit. Au milieu de tout cela, comme on le disait vis-à-vis d'Anderlecht, donc il y a eu des augmentations de capital, c'est pour ça que vous voyez sur le tableau que Anderlecht a un bénéfice de 4 millions. On va noter quand même quelque chose, c'est le club de Charleroi, qui est le seul club belge, si je ne m'abuse, sur les 10 dernières années, à être en positif. Alors, notamment grâce à les transferts, mais aussi parce qu'on ne dépense pas vraiment ce qu'on n'a pas. On essaye d'être assez raisonnable là-dessus. C'est pour ça que la valeur du club, à Charleroi, on l'estime à 40 millions, de par les bilans financiers qui sont en effet complètement différents des autres clubs belges. Et évidemment, dans cette vidéo, on est obligé de terminer par la deuxième division, qui est toujours en réforme, etc., où là, le mouroir financier n'a jamais été aussi réel. Alors évidemment, le club de John Textor, Molenbeek, va remonter en première division avec des crises internes pas possibles. Et là encore, on est très intéressé pour vendre quelques joueurs. En D2, vous avez Waasland Beveren, qui est détenu par le groupe Blitzer, qui a des intérêts à Crystal Palace, à Augsbourg, et également en Belgique et en Danemark, si je ne dis pas de bêtises. C'est un groupe qui est très solide financièrement, qui peut compenser les pertes. Le problème, c'est qu'eux, ils avaient une direction avant qui était d'un folklore absolument absolu. Là, on a stabilisé, etc. Donc, ça devient un petit peu, si vous voulez, un genre de modèle en Belgique, Beveren, qui essaye de plus de transparence, élargissement des ressources, enfin bref. Ils essayent de faire pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça va inspirer d'autres clubs de D2? Eh bien, on espère bien, parce que la D2, où il y a de plus en plus d'équipes, donc de plus en plus de coûts, de transport, de sécurité, et forcément les droits TV, c'est au prorata et nombre de clubs, donc forcément ça baisse. Néanmoins, parce qu'on rappelle que vous avez les équipes moins de 21 ou moins de 23, j'ai un doute, de plusieurs équipes belges, en fait ces équipes-là payent une somme que les autres clubs de D2 se répartissent. Donc ce qui permet de compenser à ce niveau. Néanmoins, la D2 est un mouroir économique où déjà, forcément, c'est des villes qui ne sont pas trop grosses, des clubs qui n'ont pas un bassin de fin énorme. Quand même, quand tu te vois ce qui est demandé vis-à-vis de la commission des licences, c'est costaud. Et après, c'est pareil. Vous pouvez demander la licence D1A, donc D1 ou D1B. La D1A, elle nécessite plus de choses, notamment d'entretien vis-à-vis des structures, etc. Donc ça coûte plus cher en fait en entretien. Et c'est pour ça qu'un club comme Lommel, je crois que c'était l'an passé, ne l'avait pas demandé. Si d'un coup ils savent qu'ils veulent jouer la montée pour X raison, là ils vont la demander. Donc c'est toujours un petit peu ce jeu des licences avec ce mouroir financier qu'est la D2, qui devient de plus en plus un championnat de filiales où, alors là on peut parler de Daines, je sais pas si je le prononce bien, où là beaucoup de folklore. Là, attention. Et de la même manière, le club de Serein qui va descendre en D2, je suis très curieux de voir comment cela va advenir. Alors évidemment, il y a le partenariat avec Metz, il y a plein d'autres choses. Mais bon, quand on perd 4 millions l'an passé, quand tu vois le budget total, c'est quand même assez inquiétant. Et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo, comme le Cercle de Bruges, comme tant d'autres, qui ont parfois des propriétaires, des partenariats ou que sais-je. En fait, on fait un laboratoire, on met plein de joueurs, on va dépenser plus, etc. À quoi bon au final? C'est une des nombreuses questions que le football belge n'a pas encore fini d'élucider, mais on va essayer d'être positif. Il y a quand même du bon, parce que quand on voit d'où on part et le nombre de faillites qu'il y a eu ces 15 dernières années, on peut quand même se dire quelque chose. Cette année se termine sans faillite en Belgique, et c'est peut-être une première, et c'est quand même assez élevé. Keep the faith.